Imaginez être prisonnière de votre propre corps, incapable de fuir, pendant que l'homme qui avait juré de vous aimer décide de vous vendre au plus offrant. C'est le cauchemar absolu qu'a vécu Amélie, une jeune femme clouée au lit, lorsque la porte de sa chambre s'est ouverte sur l'horreur. Mais parfois, le monstre que l'on redoute cache un sauveur, et la pire nuit de votre vie peut se transformer en un miracle inespéré. Préparez-vous à plonger dans une histoire où la cruauté humaine se heurte à un destin extraordinaire. Ce récit va vous tenir en haleine jusqu'à la dernière seconde. Amélie avait grandi dans les murs froids d'un orphelinat de Rouen, sans jamais connaître la chaleur d'une famille. Sa seule richesse était une couverture en lin brodé de lys doré, trouvée avec elle lorsqu'elle fut abandonnée. À sa majorité, cherchant désespérément la stabilité, elle avait épousé Laurent, un mécanicien bourru de la banlieue parisienne. Elle espérait un foyer, mais elle n'y a trouvé qu'une prison. Un soir d'hiver, une glissade dramatique sur les pavés mouillés de Montmartre a brisé sa colonne vertébrale, la laissant paralysée. Dès lors, Laurent a sombré. L'alcool bon marché est devenu son refuge, et la rancœur son seul langage. Il l'a traitée comme un fardeau insupportable, la laissant des journées entières dans la pénombre d'une chambre étouffante. Amélie survivait grâce aux visites de sa seule amie, Sophie, et aux souvenirs lointains de Julien, son amour de jeunesse parti naviguer sur les océans. Mais rien ne l'avait préparée à la trahison ultime que son mari orchestrait en secret. La porte de la chambre grinça d'une manière sinistre, déchirant le silence lourd de l'appartement. La lumière blafarde du couloir découpa la silhouette titubante de Laurent. L'odeur rance du vin rouge et du tabac froid précéda son entrée. Amélie, allongée sur le matelas affaissé, sentit son cœur s'emballer dans sa poitrine. Une sueur glaciale perla sur son front fiévreux. Elle voulut reculer, se fondre dans le mur, mais ses jambes immobiles refusaient de lui obéir. La paralysie n'était pas seulement un drame physique, elle devenait ce soir une prison mentale insupportable. Laurent s'avança avec un rire rauque, un son dénué de toute humanité. Il se tenait au pied du lit, les yeux injectés de sang, la dévisageant avec un dégoût palpable. « Ne t'inquiète pas, elle ne peut pas bouger », lança-t-il avec une vulgarité qui souleva le cœur d'Amélie. Ces mots immondes n'étaient pas pour elle. Il s'adressait à quelqu'un d'autre, une ombre massive qui se tenait juste derrière lui. La terreur absolue s'empara de la jeune femme. Le souffle court, Amélie fixa l'obscurité du couloir. Comment l'homme censé la protéger avait-il pu se transformer en un tel démon? Elle chercha désespérément une issue des yeux, mais la petite chambre de cette banlieue parisienne semblait soudain se refermer sur elle comme une tombe. Lentement, l'inconnu franchit le seuil de la porte. Contrairement à Laurent, il ne titubait pas. Il était grand, vêtu d'un manteau de laine noire d'une élégance rare dans ce quartier misérable. Ses cheveux bruns étaient parfaitement coiffés, et ses lunettes à monture fine reflétaient la lumière jaune de l'ampoule nue. Un parfum subtil de bois de cèdre et de bergamote envahit la pièce, chassant l'odeur de l'alcool. Amélie s'attendait à voir un monstre vicieux, mais cet homme avait l'allure d'un cadre supérieur sortant d'une réunion à la défense. Son regard gris orage balaya la chambre avant de se poser sur elle. Ce n'était pas un regard de prédateur, mais une observation clinique, froide et incroyablement perçante. « Allez, écarte les jambes !» cracha soudain Laurent en se jetant sur elle. Il attrapa les genoux fragiles de sa femme avec une brutalité inouïe. La douleur fulgurante irradia dans les articulations d'Amélie. « Lâche-moi !» supplia-t-elle d'une voix brisée par les sanglots. Elle tenta de repousser les mains sales de son mari avec ses bras affaiblis, mais l'effort était vain. Les ongles de Laurent s'enfonçaient dans sa peau pâle à travers le tissu fin de la couverture. « J'en ai marre de te nourrir à rien faire, hurla-t-il, le visage déformé par une rage alcoolisée. Tu vas enfin servir à quelque chose et me rapporter de l'argent. » Les larmes de désespoir coulaient sur les joues d'Amélie. C'était l'humiliation ultime, la destruction totale de sa dignité de femme. Elle ferma les yeux, priant pour que son cœur lâche, pour que la mort vienne l'arracher à ce cauchemar sordide. Elle attendait le contact répugnant de l'inconnu, prête à sombrer dans la folie pour ne plus rien ressentir. Mais l'horreur n'eut pas lieu. Un bruit sourd résonna dans la chambre.
Amélie rouvrit les yeux en sursaut. L'inconnu venait d'attraper Laurent par le col de sa veste crasseuse avec une force phénoménale. D'un seul mouvement fluide, il souleva le mari violent et le projeta violemment contre l'armoire normande. Le meuble trembla, libérant un nuage de poussière. Laurent glissa sur le lino abîmé, le souffle coupé, les yeux écarquillés par la surprise. « Hé, tu fais quoi là » bredouilla-t-il en tentant pitoyablement de se redresser. « Ne la touchez plus jamais » ordonna l'inconnu d'une voix basse, tranchante comme une lame d'acier. Le timbre de sa voix était calme, mais chargé d'une menace si dense qu'elle figea instantanément Laurent. « J'ai payé la somme que vous demandiez. Cette transaction est terminée. Vous n'avez plus aucun droit sur elle. Sortez de cette pièce immédiatement, avant que je ne perde ma courtoisie. » L'homme ajusta calmement les poignets de sa chemise immaculée, ignorant la stupeur du mari. Laurent déglutit bruyamment, son courage noyé dans le vin rouge s'évaporant face à la prestance glaciale du visiteur. Il regarda l'inconnu, puis la liasse de billets de 50 € qui dépassait de sa propre poche. Son avarice prit le pas sur son égo blessé. « D'accord, c'est bon, » grogna-t-il en se frottant l'épaule douloureuse. « Amuse-toi bien avec l'infirme, de toute façon, elle ne sert plus à rien. » Il lança un dernier regard méprisant vers le lit, cracha sur le sol et quitta la pièce en claquant la porte. Le bruit résonna comme un coup de fusil dans le silence soudain de l'appartement. Amélie resta pétrifiée, le souffle suspendu. Elle était seule avec l'acheteur. Une panique irrationnelle s'empara de son esprit épuisé. La situation était si absurde, si monstrueuse, qu'un rire nerveux et silencieux commença à secouer ses épaules. Elle se trouvait pitoyable, allongée là, vendue comme une vieille voiture d'occasion dans la pénombre crasseuse d'une cité. L'homme resta immobile quelques secondes, écoutant les pas lourds de Laurent s'éloigner vers la cuisine. Puis il se tourna vers Amélie. Elle cessa de rire, s'attendant à ce qu'il s'approche pour réclamer son dû. Ses mains se crispèrent sur les draps. Mais l'inconnu ne fit qu'avancer une chaise en bois et s'y asseoir, à une distance respectueuse du lit. « Je vous demande pardon pour cette scène effroyable, » dit-il d'une voix étonnamment douce. « Je m'appelle Victor, et je ne suis pas ici pour vous faire du mal, Amélie, bien au contraire. » La jeune femme cligna des yeux, désorientée. Comment connaissait-il son prénom? Pourquoi ce vouvoiement respectueux? « Vous n'êtes pas un client, » murmura-t-elle, la gorge sèche, incapable de masquer sa confusion. « Non, » répondit Victor en esquissant un léger sourire rassurant. « Je suis avocat au barreau de Paris. Et j'ai utilisé l'avidité misérable de votre mari uniquement pour m'introduire ici sans éveiller ses soupçons. Je suis venu vous chercher. » « Me chercher. Mais pourquoi moi ?» demanda Amélie, la voix tremblante, persuadée qu'elle sombrait dans un délire fiévreux. Victor se pencha légèrement en avant, les mains croisées sur ses genoux. « Avant de tout vous expliquer, je dois vérifier un détail crucial. C'est une question étrange, je vous préviens. Vous avez grandi dans un orphelinat en Normandie, c'est bien cela. » Amélie hocha timidement la tête. « Est-il vrai, » poursuivit l'avocat, « que l'on vous a trouvé enveloppé dans une couverture en lin blanc, ornée d'une broderie très spécifique représentant des lys dorés ?» Le cœur d'Amélie rata un battement. Cette couverture était son secret le plus intime. Personne, à part le personnel de l'orphelinat et son amie Sophie, ne connaissait ce détail. « Comment le savez-vous » souffla-t-elle, les larmes remontant à la surface. « Je l'ai gardée. Elle est là, dans la boîte en carton au-dessus de l'armoire. C'est la seule chose qui me reste de ma naissance, mon unique lien avec ceux qui m'ont abandonné. » Sans ajouter un mot, Victor se leva et se dirigea vers la vieille armoire. Il attrapa délicatement la boîte poussiéreuse et l'ouvrit. À l'intérieur, pliée avec un soin infini, reposait la couverture en lin. Le tissu avait jauni avec le temps, mais les fils d'or brodé brillaient encore sous la lumière médiocre. Victor passa un doigt long et fin sur les pétales des lys. Son visage perdit soudain son expression stoïque pour laisser place à un soulagement immense. Il ferma les yeux un instant, laissant échapper un long soupir. « C'est bien elle, » murmura-t-il pour lui-même, comme si un poids colossal venait de quitter ses épaules. Il replaça la boîte avec respect et revint s'asseoir. Amélie le regardait faire, incapable de comprendre l'enjeu de cette scène. « Monsieur Victor, je vous en supplie, dites-moi ce qui se passe. Je suis épuisée, malade, et mon mari vient de me vendre pour quelques billets. Ai-je perdu la raison ou est-ce la réalité ?»
C'est la réalité, Amélie, et elle est sur le point de changer radicalement, déclara Victor avec une fermeté bienveillante. Cette couverture prouve que vous êtes l'héritière légitime de mon défunt client. Mais ce n'est pas le lieu pour discuter de votre héritage. Cette chambre est insalubre et votre mari est un danger imminent. Je vais vous emmener d'ici, ce soir même. Je vous conduirai dans un endroit sûr, propre, où vous recevrez tous les soins médicaux nécessaires. Amélie le regarda, abasourdie. Partir, quitter cette prison. C'était un rêve insensé. Mais comment pourrais-je vous faire confiance ? Demanda-t-elle, une pointe de méfiance perçant sa détresse. Vous êtes un inconnu surgi de la nuit. Victor la fixa avec une sincérité désarmante. Vous avez parfaitement raison de douter. Mais posez-vous cette question. Que risquez-vous de pire que de rester entre les mains de l'homme qui se trouve dans la pièce d'à côté ? Amélie comprit qu'il avait raison. Sa décision était prise. Pendant qu'Amélie tentait de rassembler ses esprits, un bruit terrible retentit soudain dans la cuisine. Un bris de verre suivi d'un hoquet d'étouffement et d'un lourd fracas, comme si un sac de ciment venait de s'effondrer sur le carrelage. Victor bondit de sa chaise et se précipita hors de la chambre. Amélie retint son souffle, les mains crispées sur ses draps. Le silence qui suivit fut encore plus terrifiant que le bruit. Quelques minutes plus tard, Victor réapparut dans l'encadrement de la porte, son téléphone portable collé à l'oreille. « Ne vous inquiétez pas, dit-il calmement en raccrochant. Votre mari vient de faire un malaise grave. L'abus d'alcool, probablement combiné à l'excitation de l'argent. Je viens d'appeler les urgences. Ils seront là dans moins de 10 minutes. Le destin a une drôle de façon de régler les problèmes. » Amélie ressentit un choc sourd, mais, à sa grande surprise, aucune tristesse ne l'envahit. Laurent avait scellé son propre sort en cédant à ses vices les plus sombres. Les sirènes du SAMU déchirèrent bientôt la nuit de la banlieue. Les infirmiers firent irruption dans l'appartement exigu, se précipitant vers la cuisine. Victor resta dans la chambre avec Amélie, veillant à ce qu'elle ne voie rien de la scène. Une fois que Laurent fut évacué sur un brancard, inconscient et le visage blême, le silence revint. Victor rangea rapidement les quelques effets personnels d'Amélie dans un sac de voyage. Ensuite, avec une délicatesse qui contrastait avec sa force impressionnante, il la souleva dans ses bras. Amélie, rouge de gêne, n'avait pas été portée ainsi depuis son accident. « Je suis désolée de peser si lourd, » murmura-t-elle, honteuse de sa vulnérabilité. « Vous êtes plus légère qu'une plume, » répondit Victor avec un sourire poli. « Accrochez-vous à mon cou, nous descendons. » Il franchit la porte de l'appartement sans un regard en arrière, laissant derrière eux les murs tristes, témoins des années de souffrance d'Amélie. Sur le palier mal éclairé, la porte voisine s'entr'ouvrit. Madame Dubois, la concierge officieuse de l'immeuble, passa une tête curieuse, ses bigoudis tremblotant sur son crâne. « Oh mon Dieu, que se passe-t-il » s'exclama-t-elle en voyant Victor porter Amélie. « Monsieur Laurent vient de partir avec les pompiers. Et vous, qui êtes-vous » Victor ne perdit pas son sang-froid. « Bonsoir, madame, » répondit-il avec un aplomb aristocratique. « Je suis le frère d'Amélie. Face à l'hospitalisation de son mari, je la ramène dans notre famille pour prendre soin d'elle. Vous pouvez fermer leurs portes, je vous prie. » Madame Dubois, impressionnée par l'élégance de l'inconnu, s'exécuta sans poser d'autres questions. « Je prierai pour vous, ma petite Amélie, » lança-t-elle avant de refermer sa porte. Amélie cacha son visage dans le cou de Victor pour dissimuler un sourire nerveux. Ce mensonge improvisé la libérait définitivement de ses chaînes. Ils descendirent les escaliers froids de l'immeuble, fuyant vers l'inconnu. Devant l'immeuble délabré, un luxueux SUV noir aux vitres teintées attendait sous la pluie fine. Victor installa Amélie avec une grande précaution sur la banquette arrière, en cuir épais et confortable. Il ajusta un plaid chauffant sur ses jambes immobiles, puis prit place au volant. Le puissant moteur vrombit dans un silence ouaté, et la voiture s'éloigna du quartier lugubre. Amélie regardait les lampadaires défiler, la gorge nouée par l'émotion. Elle sortit son téléphone de son sac et composa le numéro de Sophie, son amie fidèle. Lorsque celle-ci décrocha, Amélie éclata en sanglots. « Sophie, c'est moi. Je suis partie. Un homme est venu. Il m'a emmenée. Laurent a fait une attaque. » À l'autre bout du fil, Sophie paniqua complètement, imaginant un enlèvement orchestré par un psychopathe. « Calme-toi, » hurla presque Sophie. «
Passe-moi cet homme tout de suite. » Amélie tendit timidement l'appareil à Victor, qui arrêta le véhicule sur le bas-côté avec un calme olympien. « Bonsoir, madame, » répondit Victor d'une voix posée. « Je comprends votre inquiétude. Je m'appelle Victor Marchand. Je suis avocat associé au cabinet de la rue de la Paix. Amélie est en sécurité avec moi. Nous nous rendons à une propriété située au Vésinet. Voici mon numéro de téléphone personnel et l'adresse exacte. Venez demain matin, vous constaterez par vous-même qu'elle va très bien. » Son ton professionnel et rassurant eut l'effet d'un baume sur l'angoisse de Sophie. Après avoir raccroché, Victor rendit le téléphone à Amélie. « Vous avez une amie précieuse, » souligna-t-il en reprenant la route. « C'est rare de nos jours. » Le reste du trajet se déroula dans un silence réparateur. Amélie se laissa bercer par la douceur de la conduite, observant les rues grises céder la place à de larges avenues bordées d'arbres centenaires. Le cauchemar était réellement terminé, mais le mystère de ses origines ne faisait que commencer. Elle sentait que l'aube apporterait des révélations étourdissantes. La voiture ralentit enfin devant un imposant portail en fer forgé, encadré par de hauts murs de pierre. Les grilles s'ouvrirent silencieusement, dévoilant une allée de gravier blanc bordée de cyprès. Au bout de l'allée se dressait une magnifique demeure bourgeoise du XIXe siècle, illuminée par des spots discrets. Le Vésinet offrait un décor digne d'un roman classique. Victor gara le véhicule devant le perron et aida de nouveau Amélie à sortir. Lorsqu'il poussa la lourde porte d'entrée en chêne massif, une chaleur enveloppante et un parfum de cire d'abeille les accueillirent. L'intérieur était majestueux, des moulures au plafond, un grand escalier en marbre et des tapis persans épais. « C'est votre maison » demanda Amélie, émerveillée, osant à peine respirer. « Non » répondit Victor en la déposant délicatement sur un vaste canapé en velours grenat. « C'était la maison de votre père. Je ne suis que le gardien de ce sanctuaire jusqu'à ce que vous en preniez possession. »« Mon père !» Le mot résonna dans le grand salon vide comme un écho venu d'un autre monde. Amélie frissonna malgré la chaleur de la pièce. Victor lui apporta une tasse de thé fumant au jasmin. Il s'assit dans un fauteuil club face à elle, le visage grave. « Il est temps de vous raconter l'histoire d'Antoine Delacroix, » commença-t-il. Antoine était l'un des magnates de l'immobilier les plus puissants de Paris, un homme d'affaires redoutable, parti de rien, qui a bâti un empire colossal. Mais sous cette carapace de réussite, il y avait un homme brisé par une culpabilité qui l'a rongé jusqu'à son dernier souffle. Il y a un peu plus de 20 ans, lors d'un voyage d'affaires sur la côte amalfitaine en Italie, il a assisté à une fête mondaine décadente. C'est là qu'il a croisé le chemin d'une jeune mannequin française, originaire de Lyon, nommée Chloé. Elle était magnifique, innocente et totalement terrifiée par le monde dans lequel elle venait de basculer. Ce soir-là, en Italie, l'alcool et l'insouciance ont brouillé les frontières de la morale. Antoine, charmé par la fragilité de Chloé, a passé la nuit avec elle. Mais ce qu'il ignorait, c'est que la jeune femme n'était pas là de son plein gré. L'agence de mannequins l'avait forcée à participer à cette soirée sous la menace de dettes imaginaires. Lorsqu'Antoine a découvert la vérité le lendemain matin, il a été horrifié par son propre comportement. Consumé par le remords, il a payé l'agence pour racheter le contrat de Chloé, exigeant qu'elle soit libérée et rapatriée en France. Mais Chloé, profondément meurtrie, a fui sans laisser d'adresse, refusant toute aide supplémentaire de la part de cet homme qu'elle considérait comme un bourreau. Antoine est rentré à Paris, hanté par le regard triste de cette fille. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette nuit italienne avait laissé une trace indélébile. Chloé était tombée enceinte de vous. De retour dans sa famille très conservatrice de la grande bourgeoisie lyonnaise, Chloé a vécu un enfer, poursuivit Victor, la voix empreinte d'une profonde tristesse. Lorsque ses parents ont découvert sa grossesse hors mariage, ils ont réagi avec une brutalité inouïe. Pour sauver les apparences sociales, ils l'ont séquestrée dans sa chambre, interdisant toute visite. 9 mois de solitude absolue, de pleurs et de désespoir. Le jour de votre naissance, les choses ont pris une tournure tragique. Ses parents lui ont arraché le bébé des bras dès vos premiers cris. Ils l'ont confié anonymement à un orphelinat lointain, en Normandie, pour effacer cette tache sur leur réputation.
Chloé n'a pas supporté ce déchirement. Brisée par le chagrin et affaiblie par l'accouchement, elle a contracté une grave pneumonie. Ses parents, trop fiers pour appeler un médecin, l'ont laissée s'éteindre doucement. Elle est morte quelques semaines après votre naissance, le cœur brisé en 1000 morceaux. Amélie pleurait à chaudes larmes, tenant fermement sa tasse de thé. L'histoire tragique de cette jeune mère qu'elle n'avait jamais connue la transperçait. « Mais comment la couverture est-elle arrivée jusqu'à moi » demanda-t-elle, la voix étouffée. « C'est l'œuvre de votre arrière-grand-mère » expliqua Victor. Marguerite était la seule personne dans cette maison lyonnaise à ressentir de la pitié pour Chloé. Avant que ses enfants ne vous emmènent, elle a secrètement enveloppé votre petit corps dans cette couverture en lin qu'elle avait elle-même brodée de lys doré. C'était sa façon de vous laisser un indice, une preuve de noblesse de cœur face à la cruauté de sa propre famille. Marguerite a gardé ce lourd secret pendant plus de 20 ans. Réduite au silence par la peur de ses enfants, elle a fini sa vie dans une maison de retraite médicalisée, isolée et rongée par les regrets. Mais le destin a fini par la placer sur la route d'Antoine Delacroix. Il y a 6 mois, Antoine, se sachant condamné par une maladie cardiaque incurable, s'est mis à faire des dons massifs aux hospices et orphelinats. Lors d'une visite, il a croisé Marguerite. Dans un moment de lucidité et pressentant sa fin proche, la vieille dame a confessé son fardeau au donateur. En entendant le nom de Chloé et l'histoire de la nuit en Italie, Antoine a compris. Il s'est effondré en larmes devant Marguerite. Il avait une fille. Bouleversé, il a immédiatement contacté mon cabinet pour modifier son testament. Il a légué l'intégralité de sa fortune, ses biens immobiliers et ses entreprises à l'enfant de Chloé. Le seul indice était la couverture au lys doré envoyée dans un orphelinat normand. J'ai été chargé de vous retrouver, mais la vie est cruelle. La nuit même où le testament a été signé, le cœur d'Antoine a lâché, définitivement. Il est mort sans avoir pu vous serrer dans ses bras, sans avoir pu demander pardon à sa fille. Le silence retomba lourdement dans le grand salon du Vésinet. Amélie était pétrifiée, incapable d'assimiler l'ampleur de la révélation. Elle n'était pas une enfant abandonnée par une mère indigne. Elle était le fruit d'un drame bouleversant, l'héritière d'un empire forgé dans les remords. Victor posa doucement sa main sur l'épaule de la jeune femme. « J'ai mené l'enquête pendant des mois, reprit-il. Quand j'ai retrouvé votre trace en banlieue, j'ai loué l'appartement voisin pour m'assurer de votre identité avant de vous annoncer la nouvelle. J'ai vu comment votre mari vous traitait. Je voulais agir, mais je devais rester discret pour protéger vos droits. Quand il est venu me proposer de vous vendre ce soir, j'ai su qu'il fallait intervenir violemment pour vous sortir de là. Désormais, Amélie, vous êtes libre, riche à millions, et surtout, vous êtes en sécurité. Personne ne vous fera plus jamais de mal. Je veillerai personnellement sur l'exécution du testament. » Les semaines qui suivirent furent dignes d'un conte de fées moderne. Amélie prit possession de la demeure de son père. Avec la fortune d'Antoine, Victor fit appel aux meilleurs neurologues et physiothérapeutes de Paris. Des équipements de rééducation à la pointe de la technologie furent installés dans l'une des grandes salles du rez-de-chaussée. Sophie, son amie fidèle, fut invitée à s'installer dans une dépendance du domaine avec ses enfants, fuyant elle aussi la précarité. L'environnement sain, les soins intensifs et surtout la fin du stress toxique imposé par Laurent firent des merveilles sur le corps d'Amélie. Lentement, la sensibilité revenait dans ses jambes. Chaque petit mouvement d'orteil était célébré comme une victoire éclatante. Victor, devenu bien plus qu'un avocat, gérait les entreprises d'une main de maître tout en veillant tendrement sur les progrès de sa jeune cliente. Une amitié profonde, presque fraternelle, s'était tissée entre eux. C'est lors d'une belle après-midi de printemps, alors qu'Amélie faisait quelques pas hésitants dans le jardin en s'appuyant sur des béquilles, que le passé frappa à la porte du domaine. Le majordome annonça la visite d'un marin cherchant une certaine Amélie. C'était Julien. Son amour d'enfance, revenu de ses longs mois de navigation à travers le globe. Il avait appris par les anciens voisins la disparition d'Amélie et avait remué ciel et terre pour retrouver sa trace. Lorsqu'il l'aperçut dans le jardin de cette propriété somptueuse, soutenue par ses béquilles, les larmes lui montèrent aux yeux. Il courut vers elle et la serra dans ses bras puissants,
ignorant le luxe qui les entourait. « Je ne repartirai plus jamais, » lui murmura-t-il, le visage enfoui dans le cou de la jeune femme. « L'océan n'a aucune valeur si tu n'es pas là pour m'attendre sur le rivage. » Amélie ferma les yeux, savourant l'odeur du sel et de la liberté qui émanait de lui. Son cœur était enfin complet. Le temps effaça les dernières cicatrices. Quelques mois plus tard, la guérison d'Amélie était totale. Elle marchait avec une grâce nouvelle, tenant fermement la main de Julien. Ils se marièrent dans le vaste parc du Vésinet, sous les branches des chênes centenaires, une cérémonie intime, lumineuse, loin de la grisaille de son premier mariage. Victor, radieux, fut le témoin d'Amélie. D'ailleurs, l'élégant avocat avait fini par succomber au charme pétillant et protecteur de Sophie. Quant à Laurent, la vie s'était chargée de lui. Diminué par son accident vasculaire, il avait dû retourner vivre chez sa vieille mère, contraint de subir ses reproches constants dans une modeste chambre de banlieue. Son aigreur le consumait lentement. Amélie, quant à elle, dirigeait désormais la fondation caritative financée par l'empire de son père, dédiée aux jeunes mères en détresse. Elle avait transformé les ténèbres de son passé en une lumière éclatante, prouvant que même la pire des nuits finit toujours par céder la place à l'aurore. L'histoire d'Amélie nous rappelle une vérité fondamentale. La valeur d'une personne ne se mesure pas aux épreuves qu'elle subit, mais à la résilience dont elle fait preuve pour s'en libérer. Vendue par un mari lâche, elle a trouvé sa force dans le soutien d'un étranger dévoué et dans l'héritage d'un père repentant. Sa renaissance de la chambre sordide d'une banlieue à la lumière d'une vie nouvelle, remplie d'amour véritable avec Julien, prouve que le destin peut réserver des miracles à ceux qui gardent espoir. Merci d'avoir suivi ce récit bouleversant jusqu'au bout. Si cette histoire de courage et de rédemption vous a touché, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne et de partager vos émotions dans les commentaires. Et vous, auriez-vous pardonné à un père qui, malgré ses erreurs tragiques, a cherché à vous réparer par-delà la mort?